à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Daphné Polski, je travaille pour Filmlight et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le réalisateur Pablo Aguero et l'étalonneur Gilles Granier du Labo Paris. Alors ensemble, on va parler de votre collaboration qui a donné vie à l'univers onirique du film Syntex. Alors il s'agit d'un film biographique sur Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince. Centré principalement sur l'année 1930, qui est une année qui l'a beaucoup marqué. L'image du film a été signée par la chef opératrice Claire Maton. Alors malheureusement, elle n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui parce qu'elle est sur la préparation d'un autre projet. Mais je suis ravie de vous accueillir tous les deux, d'autant plus que l'on parle souvent du binôme chef-opérateur-étalonneur, mais beaucoup moins du duo réalisateur-étalonneur. Pourtant, c'est une collaboration qui est essentielle, parce que typiquement, là, Pablo, c'est toi qui portes la vision du film et qui la communique à Gilles. Avant de discuter de votre travail, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Bon. Moi, tu viens de me présenter, je m'appelle Pablo, je suis réalisateur, scénariste et réalisateur de cinéma. Ça, c'est mon, je sais pas, 6e, 7e film. Et voilà, je suis né en Argentine, j'habite en France, j'ai réalisé Syntex. Bonjour, moi c'est Gilles Granier, je suis étalonneur depuis une vingtaine d'années. Je travaille en fixe au Labo Paris, voilà. Et j'étais très content de travailler avec Pablo et Claire sur ce projet un peu hors norme. Pour bien entrer dans le sujet, je vous propose de regarder la bande-annonce de Syntex, histoire d'avoir un aperçu du film. Si le train est notre ennemi, on sera jamais rentable. Faut qu'on bricole un truc. Faut qu'on passe au-dessus de la cordillère. J'ai une idée. Donc c'est moi qui pilote. Syntex. Guillaume. Guillaume de Noël, à vous! Desapareció en la cordillera. Vous êtes comme un frère pour lui. Saint-Exupéry, si vous partez le chercher, vous détruirez votre avion. Selon vous, qu'est-ce qu'il aurait fait à votre place? Il m'aurait sauvé, monsieur. Est-ce que tu connais Guillaume? J'ai pas rêvé. Je vais chevaucher les courants d'air chaud. J'ai volé comme le condor. Ça s'appelle un suicide. Je suis là, mon ami. Je suis là. J'arrive. Ok, et puis très beau casting aussi. Hein. Alors Gilles, je vais commencer par toi. Comment le projet de Syntex est-il arrivé jusqu'à toi? Est-ce que tu avais déjà collaboré avec Pablo et Claire auparavant? Alors je n'avais jamais collaboré avec Pablo, par contre j'avais fait 2 longs métrages avec Claire. Donc c'est je débarque sur le projet, sur l'association de confiance de travail avec Claire Maton. Okay. Et Pablo, toi tu connaissais déjà Claire? Non, pas du D'accord. tout. J'ai rencontré dans un café et ça s'est bien passé. Alors Pablo, est-ce que tu peux nous parler, je sais que la fabrication du film, elle a été complexe et comme disait Gilles, c'est un film assez hors norme. Est-ce que tu pourrais nous parler des étapes de la fabrication du film? Oui, il y a d'abord un parti pris global très, très radical qui est de tourner le film en s'emparant du regard de Saint-Exupéry, c'est-à-dire pas en essayant de faire un biopic classique, ni un film d'aventure classique, mais d'avoir un regard épuré et de chercher un peu les sources d'inspiration de Saint-Exupéry lui-même et comment lui-même il avait pu voir ce qu'il a vécu. Ce qui nous a poussé tout de suite vers une recherche esthétique particulière et vers des références. On est allé chercher, on a regardé Le Petit Prince évidemment, et ça nous a emmené vers la peinture japonaise, vers Hokusai et la profondeur créée par des successions d'images bidimensionnelles. C'est ce qu'on fait beaucoup dans les estampes chinoises et japonaises, pardon.
C'est-à-dire qu'on crée la profondeur, c'est ce que faisait aussi Disney, aussi, qui créait des planches bidimensionnelles et jouait sur la distance entre ces planches. Alors on a beaucoup réfléchi, on a échangé énormément de références sur ce concept-là de créer la profondeur par des successions de couches bidimensionnelles, dans l'intention d'arriver à quelque chose qui semble extrêmement simple et épuré, mais qui a une complexité, qui a une richesse de nuances. Voilà, ça c'était le point de départ. Et ça nous a mené vers une technique de fabrication particulière. Et de travailler avec les incrustations. Les incrustations, c'est la technique la plus ancienne du cinéma. C'est-à-dire, on faisait des incrustations en 1900. C'est Méliès qui faisait tous ces films avec des incrustations parce qu'on ne pouvait pas déplacer la caméra. On peut dire que le cinéma commence par être un collage d'images réelles. On a voulu retrouver cet esprit artisanal, même cette patte artisanale de l'image. Et on n'est pas utilisant des images, c'est-à-dire aujourd'hui on utilise beaucoup des images générées sur ordinateur, ou bien on va sur des décors et on fait des scans 360 degrés des décors, on les transforme en objets 3D, surtout pour des scènes d'avion. Nous on voulait éviter ça, on s'est dit si on a la vraie cordillère des Andes, la vraie lumière de la cordillère des Andes, il faut aller la chercher. Alors on a travaillé avec des incrustations, mais sur des images qui sont toutes réelles. Et on a cherché l'épuration, l'irréel, parce que la nature même nous propose. C'est-à-dire, quand vous allez en haut de la cordillère des Andes, sur la Patagonie, à 4000 mètres, à attendre le lever du soleil, et en plein hiver, vous êtes presque près du pôle sud, avec une tempête de neige, l'image que vous trouvez n'est pas réaliste. Vous êtes dans un environnement qui est déjà complètement irréel. C'est ça qu'on a cherché à capter, cette autre vision du réel irréel. Et alors, je sais que la pré-production, ça a été une étape très importante, c'était pratiquement un tournage en lui-même. Est-ce que tu avais déjà une vision très claire de ce que tu voulais esthétiquement et visuellement? Enfin, oui, tu avais des références au Kusai, etc. Il me semble que Gilles m'avait parlé de Soulage. Ça, c'est pour les décors, c'est-à-dire que je voulais une brillance métallique particulière. On a beaucoup réfléchi aussi avec Claire, avec le chef déco. On est arrivé à cette idée du noir Soulage. C'est un noir brillant qui n'est jamais noir à l'écran, qui reflète la lumière. Et c'est la lumière qui donne la couleur et les nuances. Ça, c'était pour les décors fabriqués. C'est-à-dire que tous les décors ont été construits à l'image d'images, dans la même esthétique des images qu'on avait tournées préalablement sur la cordillère des Andes. Je disais en modèle de production que c'était un film à 3 tournages. C'est-à-dire, le long d'une année, on a filmé que des décors, en petite équipe avec Claire et des pilotes de drones. Et on faisait des allers-retours et on faisait des essais d'incrustation. On testait l'esthétique du film, on repartait, on tournait, on revenait. Ça a duré 1 an à peu près. Ensuite, il y a eu un tournage en studio avec des acteurs, où on a par exemple fabriqué de la vraie neige en studio, ce qui est au moins dans les studios ici à Brie-sur-Marne et les grands studios en France, ça n'avait jamais été fait, on utilise toujours de la fausse neige. Alors il y a tout un travail de générer des matières. On a fabriqué des nuages en studio, on a fabriqué des tempêtes de sable en studio. Et le 3e tournage, c'était de recomposer tout ça, de reprendre ces matières et jouer avec. Et ça, on n'a pas donné ça directement aux effets spéciaux. On a créé ce qu'on appelait la cellule. C'était une équipe d'expérimentation qui a travaillé tout le long de l'année où on faisait les tournages et aussi en post-production pour qu'on puisse composer en salle de montage. J'ai mes propres salles de montage où plein de films se montent, genre, je sais pas, Le règne animal, c'était le dernier avant Syntex. Et c'est des salles de montage. Et comment j'ai mes propres salles de montage, je crée un espace qui est modulable. Tout est interconnecté. Du coup, on a créé une petite salle pour faire des compositions, une autre pour l'assistant monteur, une autre pour le monteur. Et on faisait des tours de toutes ces salles. Parfois, il y avait quelqu'un qui générait des objets 3D qu'on n'utilisait pas dans le film, mais c'était juste pour tester des compositions. Voilà, c'était un laboratoire. On peut dire que le 3e tournage, ça a été de recomposer les images. Et ensuite, à la toute fin, on est allé à l'étalonnage et en effet spéciaux. Mais il y a quelque chose d'un peu plus perméable. Nous, on a fait des allers-retours à l'étalonnage pendant ce 3e tournage. Donc pour toi, Gilles, qui dit 3 tournages, dit 3 étalonnages. Oui, donc en fait, la première étape pour moi, ça a été d'étalonner toutes les pelures. Donc Claire a appelé ça un peu le papier peint du film, donc tout le tournage dans les Andes, où là il a fallu déjà donner les couleurs, et il y avait
quelque chose qu'on se rappelait assez souvent avec Claire, c'était cette idée de l'avion ne peut pas voler la nuit. Donc il fallait qu'on soit... L'idée, c'était d'être fort dans les soirs, des temps très chauds, pour ensuite basculer directement sur des nuits bien froides et marquées, pour marquer l'idée que à un moment donné, l'avion ne peut plus décoller, et le matin, le lever du soleil, enfin ces moments charnières qui marquaient l'idée que l'avion était cloué au sol ou l'avion pouvait décoller. Donc ça, c'est des choses qui nous ont nourris dans l'étalonnage des pelures. Et l'idée, évidemment, était qu'on soit au plus proche de la couleur sur l'étalonnage de ces pelures, parce elles allaient servir à Claire et à Pablo à fabriquer la lumière en studio. Donc ça, c'était le premier étalonnage. Le deuxième a été une fois que la cellule avait fait son travail et qu'ils avaient commencé à empiler les couches, donc de matière, de pelure, de fond bleu, donc on appelait ça le master. Et une fois que tout ça a été empilé, en fait, je refaisais la composition sur Baselight. Donc j'enlevais le bleu, je mettais les arrière-plans, et on allait, avec Claire et Pablo, commencer à réfléchir à l'équilibre, ne serait-ce qu'en termes de points et de couleurs et de densité, entre ce master, donc c'est les comédiens, et l'arrière-plan. Et ça, c'est un travail qui est clairement hors norme pour de l'étalonnage, parce qu'on est vraiment proche de l'effet spéciaux. Et on a fait, je crois, 95 timelines de précomposition avec des centaines de plans qu'il a fallu repenser un peu. J'ai un clip, non ? Voilà. Oui. Donc ça, on peut montrer. Parce que cette deuxième étape en étalonnage, elle était... voilà. Donc là, vous voyez des précompositions faites dans le logiciel d'étalonnage. Donc vous voyez qu'il y a des limites, hein, on sent un peu le bleu traîner. Mais déjà, ça nous a permis de sentir le film, et à Pablo aussi de s'approprier un peu cette étape, et surtout de communiquer avec les effets spéciaux. Donc vous voyez qu'à l'image, on marquait clairement ce qu'on avait en tête, ce qu'on découvrait et les idées qui nous venaient au fur et à mesure, et on communiquait avec les effets en leur disant voilà, de rajouter du battement sur tel élément. Sachant que ce qu'il faut comprendre, que si on a fait ces précompes, c'est que l'idée très importante pour Pablo, c'était de sentir des variations d'atmosphère et de matière devant la précomposition. Et ça, en fait, on n'aurait pas pu rééquilibrer la pelure avec l'avant-plan à partir du moment où on avait rajouté la neige, le sable ou les nuages devant l'image. Donc d'où cette étape de précomposition très importante pour pouvoir donner aux effets déjà des images équilibrées, et ensuite pour qu'ils puissent rajouter toute la matière sans que nous, parce qu'en fait, à partir du moment où ils rajoutaient la matière, on ne pouvait plus retoucher avec les alphas sur l'arrière-plan ou l'avant-plan. On pouvait juste toucher l'image globale. Donc ça, du coup, cette deuxième étape était très importante. Ok. Donc il y a vraiment eu, pour vous deux, un travail une réflexion sur la texture, la lumière, et bien évidemment, tu t'es pas simplifié la vie. Mais quel a été le plus grand défi pour toi sur ce projet, d'un point de vue de l'image, mais aussi de la réalisation ? Je pense que le grand défi a été conceptuel, surtout imposer une vision. Ça a été beaucoup plus problématique que je ne pensais. Je pensais que ça allait être assez consensuel, c'est-à-dire on va créer un univers différent qui fait référence à l'œuvre de l'auteur, qui nous renvoie à un esprit d'enfance, aux origines du cinéma. Et ce qui était problématique, c'était imposer cette vision, je sais pas, aux partenaires, même aux gens qui travaillaient dans le film, aux gens qui finançaient le film, et tout ça, à la presse ensuite. Oui. C'était de garder le cap, de dire voilà, on va faire un film qui ne doit pas ressembler aux films qui ont déjà été faits du même genre, on va créer un univers. Ensuite, voilà, ça se traduit en problème technique, parce que du coup, dans toute la filière des effets spéciaux et tout, il faut aller sur place et passer des heures à dire non, on revient, c'est pas ça qu'on cherche. C'est ce suivi-là qui est extrêmement problématique. Parce que quelque part, j'aurais eu besoin d'une cellule centralisée. Je sais pas, c'est le travail didactique de toutes les ramifications, parce qu'il faut penser que ça, les boîtes d'effets spéciaux, pour des questions positives, ils ont une autre boîte en Belgique. C'est des problèmes logistiques. Genre aller à la boîte d'effets spéciaux, leur dire, à un moment donné, je prends un train pour la Belgique pour aller voir les plans. Et je reviens en France une semaine après, je leur dis, ce plan, mais c'est pas la version actualisée. Non, on l'a pas parce qu'elle est en Belgique. Et je dis, mais quoi, elle arrive plus lentement que moi en train. Il y a un truc de coordination, même avec Internet et tout, des communications. Et ça, c'est ce qui est complexe quand on veut créer tout un univers et une technique spécifique pour un film.
Ça, c'est ce qui est vraiment hors norme pour nous, c'est l'idée qu'en fait, avec Claire et Pablo, avant de commencer l'étalonnage du film, on a énormément parlé. Je crois que j'ai rarement eu autant d'informations sur l'envie esthétique, le projet, son côté vraiment hors norme, auquel il fallait trouver un appareil de fabrication. Et vraiment, je trouve que cette deuxième étape, enfin, moi, j'ai jamais fait ça pour un film. Et vraiment, on avait le sentiment avec Claire de se dire, ça, on nous demandera jamais de faire un truc comme ça. C'est la première et sûrement peut-être la dernière fois. Et on était un peu animés par quelque chose d'unique. Et je trouve que cette méthodologie, pour laisser vraiment le champ le plus libre aux modifications jusqu'au dernier moment, je trouve que ça a été un moment assez fort dans la fabrication du film. Et pour le coup, il a fallu qu'on s'adapte et qu'on a passé quand même beaucoup de temps sur cette étape. Ces images qu'on voit là, c'est évidemment avant l'étalonnage, avant les effets spéciaux, mais aussi avant l'ajout des matières. C'est-à-dire qu'on filmait nous-mêmes des matières, tout ce qui est la poussière suspendue en l'air, la vapeur, les couches de profondeur, on les filmait, on les produisait nous-mêmes, on les filmait. Certaines, on prenait d'archives aussi, les plus nuancées. Et on les ajoutait, comme disait Gilles, une fois qu'on les avait ajoutés, ça changeait complètement le contraste de l'image. Il fallait réétalonner tout et du coup, commencer à prévoir qu'est-ce qui se passe quand vous ajoutez une couche de poussière ou d'air ou de vapeur ou de nuages dessus. Tout à fait. Et là, en fait, tu es en train d'aborder la troisième étape qui est celle du retour des effets spéciaux. Une fois qu'eux ont fait beaucoup plus qualitativement la composition entre les acteurs et l'arrière-plan, l'ajout de matière, là, il y avait un troisième étalonnage où là, on a énormément joué sur le contraste et les variations de contraste pour qu'en fait, on ait en permanence une temporalité à l'image, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait qu'on ne reste jamais sur le même contraste. Il fallait qu'on sente en permanence les nuages bouger, les particules s'animer, le sable passer devant les personnages. Oui, la consigne, c'était que les matières ajoutées occupent jamais la totalité du cadre, ni la totalité de la durée du plan. Il y a tout le temps des variations. C'est ce qu'on ne voit pas encore dans ces images-là, mais c'est ce qu'on a fait, une fluctuation qu'on a fait le long du film, qu'ensuite on a continué à l'étalonnage. On a créé beaucoup d'outils, des variations dans le temps et dans l'espace. Donc là c'est les images qui reviennent des effets spéciaux où on a commencé le travail de matière, on a fait le travail de matière avec Pablo et Claire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce film, on a à chaque étape, il fallait qu'on réfléchisse à quasiment des nouveaux outils. Donc en étalonnage, moi il y a des choses que j'avais jamais faites. Typiquement, on a créé des voiles de chaleur. Donc ça c'est avec Arnaud, on a travaillé sur ça s'appelle des shaders dans Baselight. Donc on a intégré des matériaux mouvants qu'on est allé mettre systématiquement sur tout endroit où il pouvait y avoir une variation de température ou un voile de chaleur sur une profondeur. Juste, je t'interromps. Je sais que tu m'avais dit que pour ce film, c'était la première fois que tu utilisais la version 6 de Baselight et tu as utilisé beaucoup d'outils. Oui, en fait, c'est un film qui s'est fait sur quasiment 2 ans en étalonnage. Donc à un moment donné, on a pris la décision au labo d'intégrer au workflow la version 6, sachant que c'était la première fois qu'on l'a testé et qu'on voyait ce que ça allait nous apporter, mais on avait une petite goutte de sueur en se disant bon, j'espère qu'il n'y a pas de bug sur un certain nombre de choses. Donc ça s'est très bien passé et ça nous a permis d'intégrer les maps de profondeur, donc pour pouvoir ajouter du piqué ou du flou dans la profondeur, mais pas de manière basique, juste avant-plan, arrière-plan. On a pu intégrer les outils de flair, donc notamment ça dans les séquences d'avion. On a pu intégrer du flair avec des variations de lumière dans les flares et des variations de position. On a pu intégrer du flicker, donc vraiment des variations de densité, et en jouant énormément sur l'amplitude et sur la fréquence du flicker. On a pu, avec Pablo, générer vraiment cette sensation de je rentre, je sors du nuage. Et ça faisait partie des éléments qui faisaient vivre en fait l'image du film. Et il me semble qu'il y a un autre clip. Et donc, ça c'est plus les plans extérieurs, donc. Voilà, donc là on a des rentrées de flair qu'on a rajoutées à l'étalonnage en fait. Donc là sur ce plan c'est assez léger, mais ces variations de densité qui sont assez centrales dans la fabrication de l'image.
Et donc, toi, Pablo, clairement, en tant que réalisateur, tu accordes une importance très grande à l'image et à la couleur dans ton travail. Est-ce que c'était la première fois que tu as travaillé aussi autant avec, avec le département étalonnage sur un projet? Oui, parce que je n'avais pas eu les moyens auparavant de passer autant de temps. Je passe toujours le maximum de temps possible, mais là... Et quelque chose que je n'ai pas dit, qui est quand même assez essentiel dans le parti pris du film, c'est que normalement, il y a les séquences d'effets spéciaux, qui sont souvent les séquences d'avion et tout ça, et les séquences dites normales dans des décors normaux. Ici, on a voulu créer un univers qui a une cohérence totale, ce qui a fait qu'aucune scène n'est tournée de manière dite normale. La totalité du film est une composition d'incrustations. J'ai cherché, apparemment ça n'avait jamais été fait. Il paraît qu'un des Star Wars aurait été fait comme ça. J'ai entendu, qui était pas très... C'était un moment où c'était très nouveau, du coup c'était pas très... Mais on a cherché partout un exemple d'un autre film qui a été réalisé comme ça, 100% avec des incrustations, on n'a pas trouvé. Du coup on a dû se dépatouiller. Et en termes de couleur, la façon dont tu communiquais avec Gilles au départ, je suppose que c'était surtout des références artistiques, comme ce que tu disais, avec Okusai, Soulage, etc. Ouais, et un artiste que j'avais trouvé par hasard un peu sur Internet qui travaillait avec des liquides, qui s'appelle Thomas Vance, que j'ai invité à travailler pour le film. Je pense. Il était occupé, du coup je lui ai volé les idées. Qui travaillait avec les brillances. Quand je montrais son travail, c'est quelqu'un qui mélange des produits chimiques, il produit des textures, il filme ça, il fait comme des galaxies avec des liquides, je ne sais pas ce qu'il utilise comme matière. Et quand j'ai montré son travail à Claire en lui disant c'est ça le type de bleu que je voudrais, elle m'a dit ben, c'est pas du bleu, ça, il n'y a pas de couleur. Et du coup, ça a déclenché une discussion. On s'est dit en fait sur ce film, et on ne va pas travailler une palette de couleurs, mais des brillances. C'est-à-dire, plutôt que de dire jaune et bleu, c'est argenté et doré. Et en fait, c'est les brillances elles-mêmes qui vont déployer des nuances de couleurs. Nous, on ne va pas chercher des couleurs. En fait, tout est monochrome et c'est avec la lumière que la couleur apparaît. C'est pour ça que la version HDR nous a beaucoup impressionnés. C'est un film, je ne devrais pas dire ça, bon, il n'est plus en salle, mais et on le voit mieux sur l'écran d'un ordinateur ou sur un écran... Parce que comme la lumière surgit des nuances de brillance, la version HDR fait apparaître tout l'arc-en-ciel des couleurs. Oui, c'était une surprise très, très agréable en fait. Après tout ce travail, quand on a fait la version HDR, le niveau de profondeur des noirs, de brillance dans les noirs notamment, a un peu révélé tout notre travail en fait qu'on avait fait pour la salle, mais de manière qu'il a un peu sublimé. Donc on s'est rendu compte qu'on était dans le juste sur les matériaux, sur les brillances, sur les niveaux de piqué. Et c'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire la version HDR. Donc il y avait combien de deliverables? Je ne sais pas comment ça se dit en français. Ouais, en fait, on avait donc la version DCP pour la salle. On a fait après un master HDR, donc le fameux 1000 nits, puis après un Dolby Vision pour pouvoir accéder aux plateformes, enfin pour que les plateformes puissent le diffuser avec ce stream HDR. Pour revenir sur la couleur, moi c'était quelque chose qui était très central et Claire je trouve très forte pour rappeler à chaque fois, pour nous recadrer sur le travail de la couleur. Et c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup parlé avec Pablo. Donc cette notion c'est la couleur de la lumière qui donne la couleur à la matière, c'est quelque chose qui nous a vraiment habité sur tout l'étalonnage, notamment avec la version 6, je reviens un peu là-dessus, mais l'utilisation de Disgrade, qui est en fait un système qui permet de gérer la saturation de chaque teinte. On a pu travailler sans avoir des bleus marqués, mais avoir à chaque fois juste le bon niveau de saturation. Donc c'est vraiment travailler sur la réduction de saturation pour que le bleu du plateau devienne de l'argent sur l'étalonnage. Donc vraiment, on a poussé les curseurs pour marquer les chauds d'un côté, réduire les froids de l'autre, et avoir toujours cette couleur à peine assez fébrile, juste qui naît du métallique en fait, vraiment. Donc ça, c'était très pratique. C'est intéressant ça pour parler du basculement qu'a vécu l'étalonnage ces dernières 20, 30 années. Parce que je me souviens, peut-être tu as commencé aussi par l'étalonnage argentique. Moi, c'était mes courts-métrages, mais à mon premier long-métrage, on faisait, pour la première fois, on commençait l'étalonnage numérique. À l'époque, on tournait en pellicule, on passait par le numérique et ensuite on revenait en pellicule. Et je me souviens que je demande à l'étalonneur de baisser la saturation du bleu à l'époque.
Et moi, j'étais la génération Photoshop. Pour moi, c'était banal. Et lui, qui était un étalonneur très expérimenté, qui venait du cinéma, ne comprenait pas. En fait, ça a été une semaine de disputes parce qu'il me disait, du coup, je mets du jaune. Non, tu baisses la saturation. Ah, je baisse la saturation. Non, tu baisses la saturation du bleu. Et c'était un concept, ça m'avait obsédé, le fait que ce soit si difficile d'expliquer. Et aujourd'hui, c'est presque banal et on travaille beaucoup avec ces outils-là de baisser la saturation d'une couleur déterminée. C'est ce qui nous permet de faire, je sais pas, c'est ce que Van Gogh faisait, c'était de mettre une couleur désaturée derrière et mettre les couleurs complémentaires saturées devant. Il y a toute cette réflexion-là qui aujourd'hui est tout à fait faisable à l'étalonneuse. Voilà. Et du coup, c'est un vrai plaisir pour un étalonneur, c'est de se retrouver avec des réalisateurs, réalisatrices comme Pablo qui viennent d'une génération un peu plus numérique et qui vont avoir des demandes de mise en scène par rapport à la couleur très précise et auxquelles on va pouvoir répondre avec les outils d'aujourd'hui. Donc ça, c'était un moment très agréable. Et on réfléchit aussi aux spectateurs d'aujourd'hui. Au tout début du projet, je me suis dit, hélas, la vie d'un film est beaucoup plus longue sur un écran d'ordinateur ou de télé que cinéma. Il faut penser à ces spectateurs qui sont plusieurs zéros de plus. Je veux dire, ça se compte, c'est exponentiel la différence des spectateurs qui vont le voir sur un écran comme ça. Et il faut pas que quand ils regardent le film, ils voient la fenêtre derrière leur chambre. Et ça m'a fait changer de cap. Avant, je voulais toujours des noirs très profonds. Et ici, on a fait le choix de ne pas avoir des noirs profonds. C'est-à-dire, parfois, on les a, mais ils sont toujours voilés par de la matière qui bouge, ce qui les délave, mais tout en le rendant vivant. Mais c'est en pensant aussi aux spectateurs qui vont le voir après. Je suis curieuse quand même, Pablo, de savoir si, ayant travaillé autant sur la partie étalonnage sur ce film, est-ce qu'aujourd'hui, tu as une approche ça a changé ton approche de la couleur sur tes prochains films? Est-ce que ça... Ouais. J'hésite à me compliquer autant la vie, mais je sais que je vais finir par le faire. Non, la nouveauté, c'est le travail par couche, par une grande quantité de couches en profondeur, c'est-à-dire, et le travail, le concept de travailler la brillance au lieu de la palette des couleurs, la palette des brillances et que la couleur en découle. Je pense que ces deux concepts qu'on a gardés tout le long du processus et nous ont beaucoup marqués pour continuer à les explorer, dont le noir soulage et tout ça en est une conséquence aussi. Tout ça fait partie d'une même recherche qui nous a beaucoup appris. Et toi, de ton côté, Gilles, t'as appris quelque chose aussi? Je crois que j'ai jamais autant réfléchi à avoir des nouveaux outils pour aider la mise en scène, en fait. Et ça, c'est des projets comme ça qui font énormément grandir. Après, évidemment, ça nous met dans le rouge à plein de niveaux. Et une fois qu'on voit que le film nécessite cette énergie, on va la chercher. Bon, là, moi, j'ai de la chance d'être avec Arnaud Carréau qui me trouve des outils en fonction des films. Il adore trouver des outils. Et il adore ce genre de challenge. Mais c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. Nous, ça nous a poussé sur les maps de profondeur. On n'était pas à ce niveau-là avant. Après, la technologie permet de le faire. Mais on a dû ouvrir toute la boîte à outils et réfléchir à quels seraient les outils les plus malins. Mais on n'aurait jamais fait sans l'énergie de Pablo. Ça, c'est vraiment une force énorme qu'on doit avoir, que le réalisateur doit avoir dans ce genre de film. Parce qu'il faut changer les habitudes des gens et on n'est plus du tout sur un étalonnage de 12 jours. Et ta patience aussi. Merci, la tienne. Oui, vous avez tous les deux une approche très comme des peintres sur l'image. Alors juste pour conclure, sur quoi vous travaillez en ce moment? Et ensuite on va passer au Q&A. Moi j'écris comme un malade plein de choses dont certaines ne vont pas se faire, d'autres si. C'est long. Il y a plusieurs projets, mais un qui est marquant là, c'est le projet d'Assayas qui est en tournage en Lettonie pour le match du Kremlin, avec Yuri Glosso à la photo, qui m'apparaît assez prometteur comme film. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? Bonjour. Je ne suis pas sûr de très bien avoir compris. Vous avez créé de la matière dans les studios. Pourtant, vous avez fait des layers pour créer de la fumée en étalo, c'est bien ça? Pourquoi ne pas avoir directement filmé de la fumée dans le studio sur ces différents passages? On a essayé, on a fait des tests, mais pour les incrustations, c'est un peu catastrophique. Ça complique beaucoup. Et je voulais pouvoir maîtriser les incrustations avant les effets spéciaux. C'est-à-dire, en salle de montage, on avait créé une salle spécifique. On pouvait faire nous-mêmes les incrustations sur Avid, sur un logiciel de montage, et tester toute la composition. Parce que sinon, il faut dériver
toute une partie des décisions artistiques aux effets spéciaux qui vont vous les délivrer un mois plus tard. Et si vous n'êtes pas content, ça peut durer des années, coûter une fortune. C'était pour pouvoir avoir la maîtrise de l'artistique, il faut que les incrustations soient hyper faciles à faire. Or, la fumée complique tout ça. Et aussi, on voulait garder ce principe de la composition par couche. C'est pour ça qu'on n'a pas utilisé des écrans LED. On a utilisé des incrustations à l'ancienne pour pouvoir maîtriser chacune des couches, autant dans la manière de les traiter en post-production qu'au moment où on les filmait. Tout est fait artisanalement, c'est-à-dire que la fumée, on la crée nous, et si on trouve qu'elle n'est pas assez vivante, on souffle dessus, on ajoute un ventilo, on cadre, on éclaire. Chaque matière est travaillée artisanalement. Mais la fumée était filmée en studio, mais elle n'était pas filmée en même temps que le master, enfin en même temps que les personnages. C'était un élément séparé. Mais c'était un vrai, elle est filmée sur fond noir. Ouais. Exactement. Et parfois, tout à coup, on découvrait que quand on dégageait le studio, la poussière qui flottait en l'air, qu'on ne voyait pas à l'œil nu, si on l'éclairait à contre-jour, elle était merveilleuse. Du coup, on mettait une caméra et on filmait la poussière suspendue en l'air, des choses comme ça. Et tout ça, on l'ajoute comme des couches de matière ensuite. Bonjour. Je voulais savoir, vous avez mis combien de temps entre le moment où vous avez commencé à réfléchir justement à ces différentes volontés de couches, etc., et jusqu'à la fin de la production de l'étalonnage? 3 ans, je crois. 3 ans. Je veux dire, 3 ans, oui, entre le début même de tourner les premières images et la fin de la post-production. C'était un petit peu long. Ouais. Et c'est pour ça tout à l'heure que tu disais, il y a eu presque 3 tournages, donc un par an. Ouais, c'est ça à peu près. Les 3 étalonnages. Et le tournage en studio est le plus court parce que c'est le plus cher. Et moi, en étalonnage, il y a quasiment 1 an et demi de travail entre les pelures et la fin du film, avec un travail très régulier. Quasiment chaque semaine, j'avais des précomptes à faire sur le film. Donc c'est un travail au long cours. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu plus de cette fonction de Baselight 6 pour faire des retouches dans la profondeur? Comment est-ce que ça s'utilise en pratique? En fait, c'est un outil qui va permettre de calculer le map de profondeur. Donc, grosso modo, c'est de voir où se trouve l'avant-plan et de voir comment, dans les éléments qui sont filmés, on va lentement vers l'infini. Et on va utiliser ce map comme un alpha, en fait, c'est une sorte de signal de transparence. Et à l'intérieur de ça, on va pouvoir mettre de tous les outils qu'on a en étalonnage, donc ça peut être de la couleur. Donc, typiquement, on peut s'amuser sur un film maintenant avec une map de profondeur à faire tous les infinis froids et les avant-plans chauds, et comme faisaient les peintres flamands. Donc ça, c'est des choses qu'on peut intégrer aujourd'hui. Alors, je ne dis pas facilement, parce que là, on ne parle pas de tout le film, on parle de quelques plans larges. Mais grosso modo, on va pouvoir y mettre de tout. Donc piqué, flou, jeu sur les bokeh. Et puis même après, on pourra ajouter des textures. Mais ça, c'est plus la partie effets spéciaux. Mais en étalonnage, là, ça laisse beaucoup de possibilités. J'avais une question parce qu'on a travaillé ensemble, notamment aussi sur Notre-Dame, la part du feu. On avait des soucis au niveau des réflexions des casques. Et donc là, il y a les lunettes aussi du pilote qui sont sur sa tête. Est-ce que vous avez quand même travaillé avec des écrans pour la réflexion sur les lunettes au niveau des fonds bleus, juste sur tout ce qui est réflexion? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'était tous les shakes, les caméras shake. Est-ce que vous avez fait tout en fixe sur le fond bleu, fond vert, et les shakes tout en numérique derrière, ou vous avez mixé les deux? Et je crois qu'on n'a pas utilisé d'écran pour les lunettes. On en a utilisé une télé pour des reflets sur une vitre de l'avion, mais les lunettes, on a travaillé tout en composition après, parce que si on voulait pouvoir choisir, c'est ça, on a gardé toujours la liberté des couches. C'était le concept de travailler comme des peintres et avoir la liberté de changer toutes les couches. Et l'autre, c'était les shakes. Et on a mixé. On a pris une grosse machine, un gimbal, pour vraiment secouer l'avion, mais c'était plutôt pour la tension des câbles, pour la tension physique de l'acteur. Mais ensuite, on en a rajouté aussi. En étalonnage, on en a rajouté quelques-uns, mais je dirais la grosse majorité en effets spéciaux. Et on a fait des ajustements en étalonnage aussi. Écoutez, il y a eu vraiment une très belle réflexion artistique sur ce projet. Je suis assez impressionnée par la complexité du projet aussi. Et merci beaucoup d'avoir partagé toute votre expérience. Et s'il y a dans la salle des gens qui sont dans une recherche artistique dingue ou technique ou quoi que ce soit, ça m'intéresse. Vous pouvez me contacter, je sais pas, sur Instagram ou à travers Gilles. Je suis toujours à l'affût d'une découverte nouvelle pour le prochain film. Merci. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir
Merci en tout cas à vous trois.